Pas de souci. Donc, vous voyez, vous avez différents outils sur Zoom que vous connaissez peut-être ou pas, notamment donc l'onglet Converser qui vous permet de réagir à ce qu'on se dit ce matin. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez également un onglet qui est intéressant pour vous, qui s'appelle Questions-réponses, donc Q&R, qui est un onglet qui va vous permettre donc de poser les questions et puis on prendra le temps à la fin de la présentation de revenir sur ces questions si on n'y a pas répondu pendant à l'écrit, aussi bien Vincent que moi, hein, donc sur les thématiques qu'on va aborder ce matin. Donc l'articulation de l'heure et demie qu'on va passer ensemble, hein, on s'arrêtera à 10h30. Dans un premier temps, donc, je vais laisser la parole à Vincent qui est avec nous pour parler un peu de l'état du monde numérique, les risques et opportunités auxquels on fait face aujourd'hui. Je pourrais dans un deuxième temps reprendre la parole et vous présenter un peu l'agence Lucie et notamment le label du numérique responsable, hein, c'est pourquoi on est là ce matin. Et puis comme je vous disais, dans un troisième temps, on prendra les questions-réponses qui ont été notées dans l'onglet questions-réponses pour y répondre au mieux. Donc n'hésitez pas à les poser, à lever la main si vous avez des choses à dire et puis on pourra prendre ces questions-là. Voilà, et bien sur ce, Vincent, normalement, tu as la main sur mon écran et je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Je garde le micro à portée de la bouche pour que vous m'entendiez le mieux possible. Alors déjà, merci beaucoup à l'agence Lucie de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir pour présenter, pour co-présenter ce label. Je vois qu'il y a énormément de monde. Alors, je pense que le degré d'appropriation du sujet est assez varié. Je vais quand même essayer d'aller relativement vite sur l'état du monde numérique que vous connaissez peut-être pour la plupart, pour laisser vraiment plus de temps aux échanges et aux questions autour du label. Alors, est-ce que j'arrive à contrôler ton... Alors là, normalement, je clique. Ah oui, ça met un peu de temps. Oula. J'espère que je n'ai pas cliqué trop. C'est toi qui viens de cliquer, Pauline, ou c'est moi? Non, non, c'est toi, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que ça passe? C'est un petit peu sport, le passage de... Je peux aussi le faire, hein, si tu veux. Ouais, parce que rapide. j'ai pas l'impression que ça marche trop le clic pour passer les diapos. Hop, voilà. Ok. Ben voilà. Merci, super. Donc, je vais aller assez vite. Alors, l'état du monde numérique aujourd'hui, vous le savez en ces moments de confinement et de déconfinement, c'est un monde qui entraîne de manière contrainte, forcée, et de basculer vers une digitalisation qui est encore plus importante que ce qu'elle l'était déjà avant le confinement. Avant le confinement, on était sur des chiffres déjà assez vertigineux. Hein. 1 minute sur Internet, en l'espace de quelques années, c'est devenu de 70 000 heures vues par minute sur Netflix à plus de 700 000 heures de vidéos vues par minute sur Netflix. On est sur 4,5 millions de vidéos YouTube. On est sur quasiment 1 milliard d'achats en ligne. Et depuis le confinement, on est toujours sur un rythme de livraison de plusieurs dizaines de millions d'ordinateurs par mois, puisqu'on est sur le premier trimestre 2020. Malgré la baisse de production chinoise, on est sur 50 millions de PC vendus par trimestre. On est sur des abonnements Netflix qui se sont envolés de plusieurs millions de personnes. On est sur des visioconférences qui ont augmenté de plus de 1000%. Alors évidemment, tout ça, c'est très conjoncturel, vous allez me dire, mais le télétravail s'installant, on est sur de plus en plus de numérique aujourd'hui dans nos vies. Quasiment les seules entreprises à tirer parti de ce confinement, c'est les livraisons, c'est Amazon. Jeff Bezos n'a jamais été aussi riche qu'il est aujourd'hui, donc on est vraiment sur une phase de transition accélérée vers un monde numérique. Et derrière ça, finalement,
cet air plus pur, cette baisse du nombre d'accidents, cette absence de déplacement et donc de diminution des émissions de gaz à effet de serre, derrière cette vitrine apparemment quand même plutôt engageante, plutôt intéressante, on a des questions qui se posent. On a des chiffres qui interrogent. Alors, j'en ai cité deux, trois, pas plus, vraiment pour laisser la place aux questions derrière. Mais pour monsieur et madame tout le monde, la voiture autonome aujourd'hui, celle qui est appelée de nos voeux par énormément de monde pour diminuer ce nombre d'accidents sur les routes, hein, on est sur 4 téraoctets de données par jour, 4 téraoctets de données par jour à devoir gérer en développant les data centers de proximité. Le développement des data centers aujourd'hui, c'est presque un enjeu de souveraineté nationale. Tous les pays veulent leur data center. Tous les pays veulent une politique fiscale attractive et intéressante pour permettre aux data centers de se déployer. Donc, je vous disais, la voiture autonome n'est qu'un point d'entrée pour vous montrer que quand on déroule la pelote du numérique, on arrive sur des impacts assez impressionnants. Derrière cette voiture autonome, on a aussi des problématiques d'intelligence artificielle, puisqu'il va falloir les conduire, ces voitures autonomes. Donc, tu peux passer à la diapositive d'après, Pauline, s'il te plaît. Merci beaucoup. Les chiffres aujourd'hui sur l'intelligence artificielle sont aussi particulièrement inquiétants. Le MIT a chiffré que l'apprentissage d'un seul modèle d'intelligence artificielle émettait autant d'émissions de gaz à effet de serre que 5 voitures tout au long de leur vie. Et aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, on en veut absolument partout. On en veut dans nos villes, on en veut dans nos réseaux d'électricité, dans nos réseaux luminaires, on en veut dans nos machines à laver, on en veut absolument partout. Donc il est en train de se poser une vraie problématique de souveraineté nationale par rapport à ces modèles d'intelligence artificielle. Quand on voit par exemple qu'un modèle d'intelligence artificielle pour comprendre ce que dit une personne, le natural language processing, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars de factures d'électricité et plusieurs dizaines de tonnes d'équivalent de gaz à effet de serre pour générer ces modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, c'était plus la partie, on va dire, cachée de l'iceberg, hein, c'est l'intelligence artificielle, la voiture autonome, ce qui, pour le commun des mortels, est peut-être pas encore totalement palpable. Par contre, il y a des choses qui sont beaucoup plus palpables, c'est les loisirs. Et tu peux passer à la diapositive d'après, s'il te plaît, Pauline. Des chercheurs, là encore, ont chiffré que le visionnage annuel des vidéos YouTube émettait autant de gaz à effet de serre qu'une ville comme Francfort, donc 600 000 habitants. On est sur 11 millions de tonnes d'équivalent CO2 pour regarder des vidéos YouTube. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas le faire. Là, le propos va être vraiment de le faire avec justesse. Donc 11 millions de tonnes, je vous dis, c'est quand même 600 000, c'est l'équivalent de 600 000 habitants. Pour donner quelques pistes de réflexion, il suffirait que YouTube décide de ne pas activer la lecture automatique des vidéos, le fameux petit bouton qui est en haut à droite des interfaces YouTube, et ça permettrait de diminuer de plus de 300 000 tonnes les émissions de gaz à effet de serre. De la même façon, si nous, utilisateurs, nous étions plus sensibilisés au fait que pour écouter de la musique, on n'a pas besoin de télécharger de la vidéo, donc à avoir une culture et une information sur le fait que transférer de la vidéo, c'est beaucoup plus gourmand que de transférer simplement du son, qui est lui-même évidemment beaucoup plus gourmand que de transférer du texte. Si on avait ces ordres de grandeur-là en tête, on pourrait être plus juste dans nos usages. Donc au final, derrière tout ça, comment est-ce qu'on peut consolider ces données pour avoir une idée de l'impact réel du numérique dans nos vies? On peut passer à la diapositive d'après, s'il te plaît, Pauline. Merci. Et ça, c'est un chiffre de l'ADEME dont on sait très bien, puisqu'il date de 3 ans à peine, on sait très bien que la partie que j'ai entourée sur les achats et les usages Internet et les nouvelles technologies est en train de croître. Alors, il est en train de croître de façon organique, puisque nos usages et nos achats Internet et de nouvelles technologies sont en train de croître dans nos vies. Et il est aussi en train de croître parce qu'on est en train
d'être plus efficient, d'être plus sobre dans un certain nombre d'autres secteurs qui l'entourent, que ce soit l'habillement, la consommation de viande et de poisson, les énergies ou la diminution de l'utilisation de l'avion. Donc il y a quelques années, on était à 10%. Aujourd'hui, si l'ADEME refaisait ces chiffres, je pense qu'on serait plus proche des 12 ou 13%. Donc on est il y a quelques années, on était sur 12 tonnes d'équivalent gaz à effet de serre par an et par habitant, par Français, juste par Français. En 2020, on est plus proche des 11 ou 10 tonnes dans une version plutôt optimiste. Juste pour vous donner une idée, en 2030, si on voulait respecter la COP21, les engagements de Paris, il faudrait être à peu près à moins de 4 tonnes par habitant. Donc vous voyez la diminution drastique que tous ces secteurs-là pris individuellement doivent subir. Et bien évidemment, le numérique ne fait pas exception à la règle, d'autant plus que si on a une idée des impacts d'à peu près tous les autres secteurs, celui des usages des nouvelles technologies en fait bénéficie encore un petit peu d'un blanc-seing, d'un open bar, et on n'a pas ou peu limité ces usages vraiment impactants du numérique. Tu veux passer à la diapositive d'après, s'il te plaît, Pauline? Voilà, donc la diapositive précédente avait été une vision française des impacts du numérique. Au niveau mondial, on est sur des chiffres que tout le monde maintenant commence un petit peu à connaître, à savoir 5% des émissions de gaz à effet de serre. On a dépassé les impacts de l'aviation civile. On est sur une consommation d'électricité qui est de l'ordre de 10% pour le numérique, et on est sur des milliards de tonnes de déchets qui finissent pour la plupart dans des décharges à ciel ouvert. Interpol confirme ces chiffres que 75% des déchets numériques, les D3E, les déchets d'équipements électroniques et électriques, sont toujours aux mains des mafias dans des conditions d'exploitation, je suppose que vous les avez vus, qui sont absolument catastrophiques. Donc, impacts environnementaux majeurs. On peut aussi comptabiliser des impacts sociaux, c'est la diapo qui suit, voilà. Sur tout le long du cycle de vie. Ces images, vous commencez à les connaître, mais elles sont hélas toujours d'actualité, depuis l'extraction des terres rares, des minéraux, jusqu'à l'étape de fabrication, en passant par l'étape d'utilisation et de recyclage. Si vous pensiez que la situation s'améliorait, je suis hélas au regret de vous annoncer qu'il n'en est rien. Pour preuve, les scandales de travail forcé des minorités ouïghours en Chine, dans lequel Apple est impliqué comme d'autres, hein, comme Volkswagen ou comme d'autres industriels occidentaux, mais Apple est quand même plutôt impacté au premier chef. Des scandales de corruption au niveau de l'État coréen avec Samsung, j'en passe et des meilleurs. Donc impacts environnementaux, impacts sociaux, puis on peut aussi rajouter des impacts politiques sur la diapositive qui suit, où là, ben voilà, on a tous entendu parler d'Edward Snowden, des Wikileaks, des fuites de données, de l'utilisation dans la guerre commerciale des terres rares et de la Chine. Et ce matin, je regardais encore au niveau des informations, le plan de relance gouvernemental pour les véhicules qui risque d'être voté d'ici un mois prévoit la relocalisation d'industries qui sont, ça y est, de nouveau jugées comme prioritaires, comme par exemple les batteries. Donc il a fallu on a perdu des dizaines d'années, il a fallu des scandales. Le dernier en date, vous l'avez entendu, et excuse-moi Pauline, je vais parler de Zoom. Le dernier scandale en date, c'était l'utilisation, le scandale de Zoom, où les données passaient par des serveurs russes et passaient aussi par des serveurs chinois. Alors, effectivement, Zoom a très rapidement mis en place une communication de contre-offensive pour sécuriser ces données, etc. Donc, à côté de ça, les impacts politiques, on a aussi le Cloud Act, qui est donc le texte de loi américaine qui autorise les services judiciaires et militaires américains à pouvoir avoir accès aux données de tous les utilisateurs qui utilisent des services numériques américains, que ces utilisateurs soient américains ou non, et que ces services soient implantés ou non aux États-Unis, sans avoir l'accord
des pays et des utilisateurs. Donc en face de ça, on essaye de mettre en place le RGPD, mais là, on commence dans l'ombre feutrée des tribunaux, commence quand même à avoir lieu une guerre juridique entre le Cloud Act et le RGPD. Donc de tout ça, pour vos organisations, il y a deux voies qui peuvent être prises. Il y a une voie plutôt pessimiste qui concerne les risques, et qui est la diapositive qui suit, enfin les diapositives qui suivent. Donc pour vos organisations, les risques que vous pouvez avoir à ne pas maîtriser votre politique numérique, à ne pas mettre en place de politique numérique responsable, c'est de faire l'objet de campagnes de dénigrement ou de campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux majoritairement, parce que vous avez utilisé tel logiciel plutôt que tel autre, parce que vous continuez à utiliser tel matériel plutôt que tel autre, ou parce que vous stockez vos données sur Amazon Web Services qui carbure aux énergies carbonées, plutôt que sur d'autres services qui sont aux énergies renouvelables. Donc ça, c'est un risque d'image qui est aujourd'hui un risque fort pour les organisations. Les campagnes sur les réseaux sociaux vont tellement vite et tapent tellement fort que ça peut être vraiment un risque. Pour avoir discuté avec pas mal d'entreprises, une de leurs craintes principales, c'est de voir des ordinateurs avec des étiquettes portant le nom de leur entreprise se retrouver dans des décharges à ciel ouvert. Là, si ce genre d'image sort sur les réseaux sociaux, ça peut faire beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est des risques d'image. Après, vous avez aussi des risques législatifs. Bon, là, j'ai cité le risque, l'article 56 de la loi de 2016, hein, qui oblige l'ensemble des entreprises à proposer l'ensemble de leurs postes et de leurs logiciels et de leurs outils à ce qu'ils soient accessibles par toute catégorie de personnes, qu'elles soient en situation de handicap visuel, auditif ou autre, avec des pénalités assez fortes. On est sur 5 000, je crois qu'elle a été un petit peu peut-être revalorisée. Donc vous avez des risques législatifs et puis vous avez aussi des risques sanitaires pour l'ensemble de vos collaborateurs. J'ai cité le risque sanitaire qui est aujourd'hui un petit peu celui qui est présent dans toutes les organisations, c'est celui du risque des téléphones mobiles qui, depuis une dizaine d'années, est considéré comme cancérigène potentiel par l'OMS, qui bénéficie de seuils sanitaires, d'indices de DAS, de débit d'absorption spécifique, c'est la manière dont les téléphones chauffent nos cerveaux, on va dire un raccourci, hein, et qui font qu'aujourd'hui, ces seuils sont finalement très peu utilisés dans les entreprises pour protéger leurs salariés. Un opérateur téléphonique interdit, par exemple, à ce que leurs commerciaux dorment avec leur téléphone. Si le fait que à chaque fois que vous achetez un téléphone, il y a un casque qui est livré avec, des écouteurs qui sont livrés avec, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pas pour vous dire on est super sympa, on vous donne des écouteurs. Si vous lisez bien la notice, c'est principalement pour se dégager des contraintes d'utilisation des émissions de DAS sur le cerveau. Il vous conseille en tout petit d'utiliser le plus possible les écouteurs ou la connectivité Bluetooth pour justement limiter ce risque de peut-être potentiellement cancer du cerveau, tumeur au cerveau, pour éviter des procès dans 10 ou dans 15 ans si jamais on se rend compte que ces appareils sont cancérigènes, en disant on vous avait prévenu, on vous avait dit d'utiliser le casque, vous ne l'avez pas fait, tant pis pour vous. Vous voyez que sur cette diapositive-là, on a un DAS médiocre à partir de 0,9 et vous voyez la dernière publicité d'un smartphone très très célèbre, une marque à la pomme, qui annonce quand même un DAS de presque 1 comme étant un objet de luxe, etc. Et on est quand même sur un DAS qui est quand même pas bon pour la santé humaine. Donc ça, c'était côté risque, hein, si vous voulez voir le verre d'eau à moitié vide, mais vous pouvez aussi le voir à moitié plein en considérant que le numérique est un numérique vertueux, un numérique responsable, et la mise en place d'un modèle d'organisation numérique responsable, entre autres par le label numérique responsable, peut représenter toute une série d'opportunités.
Alors déjà, il peut représenter des opportunités d'image, de la même façon que une campagne peut être destructive, une campagne peut être aussi très très positive pour vos organisations. Donc vous pouvez mettre en place dans le cadre de vos marchés publics euh, des achats plus vertueux, plus efficients, plus efficaces. On verra que la possibilité de pouvoir racheter du matériel d'occasion est peut-être l'acte le plus vertueux que vous pouvez faire. L'idée de refuser les achats est vraiment importante. Donc vous avez des opportunités d'image. Vous avez aussi des opportunités matérielles. Si vous êtes à l'origine, si vous êtes des gros consommateurs de matériel, de travailler un petit peu et de faire travailler vos services dans une démarche qui est plutôt vertueuse d'éco-conception, d'architecture responsable, de frugalité des services. Vous voyez que vous pouvez rapidement diviser par 2, par 3, par 4 à la fois la consommation énergétique de vos serveurs, de vos machines, et puis le nombre de machines que vous devez mettre en place. Aujourd'hui, ça devient quasiment un standard que de penser à couper ses ordinateurs la nuit. Je reprends toujours cet exemple d'une entreprise qui a décidé de le faire et qui, du jour au lendemain, a fait plus d'1 million d'euros d'économies pour simplement penser à couper ses ordinateurs la nuit. Donc, il y a des opportunités matérielles d'économie d'énergie, d'économie de matériel, puisque vous les gardez plus longtemps. Donc, il y a en cascade, il y a vraiment beaucoup de possibilités. De façon résumée, les opportunités, elles sont quand même loin d'être négligeables. Le numérique responsable et le label, la mise en place d'une politique d'amélioration continue dans le cadre d'une charte, d'une stratégie, d'un schéma directeur, peu importe, découle indirectement un certain nombre d'opportunités. Alors la première, évidemment, c'est la réduction des impacts environnementaux. Aujourd'hui, le bilan de gaz à effet de serre est une quasi-obligation pour l'instant des organisations. Avoir une gestion cohérente des émissions de gaz à effet de serre qui, pour les entreprises, représente plus que les 5% dont je parlais tout à l'heure. J'ai eu les chiffres d'une grande banque. Aujourd'hui, le numérique représente de l'ordre de 15 à 20% de son bilan de gaz à effet de serre. Donc vous voyez que aller vers une neutralité carbone passe obligatoirement par une prise en compte du numérique dans la réduction des impacts environnementaux. Ensuite, via la mise en place d'une procédure d'éco-conception de services numériques, on rend un meilleur service à la fois à ses collaborateurs, mais aussi à ses futurs clients. L'exemple ultime, c'est vous avez Google et puis vous avez un portail type Yahoo, je n'ai rien contre Yahoo, mais vous voyez bien quand même que le service rendu est quand même plus efficient, plus efficace quand on a une page qui est plus sobre, plus éco-conçue, qui répond aux besoins utilisateurs plutôt que de vouloir tout imiter. La réduction des coûts d'investissement et de fonctionnement avec la réduction des dettes techniques. Si vous développez une page avec 14 services, alors vous savez que seuls 3 auraient suffi. Ça veut dire qu'il y a 11 services qu'il faut déployer, maintenir, qui sont à l'origine la plupart du temps des failles de sécurité. La dette technique est énorme et souvent l'espace de stockage, de data center, etc. est plus important. Donc, réduction des coûts d'investissement et de fonctionnement en faisant une démarche de sobriété numérique. Une plus grande inclusion sociale, les chiffres sont éloquents, 10% de la population est en situation de handicap visuel, 24% de la population est en situation d'électronisme. Donc, évidemment, il y a un taux de recouvrement non nul entre ces deux populations, mais on arrive quand même facilement à un tiers de la population qui a des difficultés d'accès à des outils numériques. Entre l'électronisme, donc les possibilités, les difficultés à s'équiper, les difficultés à comprendre, les difficultés à interagir et les difficultés d'accessibilité, vous avez un tiers de la population qui est en difficulté en difficulté numérique. La mise en place d'une démarche numérique responsable oblige à prendre en compte cette population. Et donc, en termes purement mercantiles, vous avez un tiers de personnes en plus que vous pouvez toucher. En termes de RSE, qui est plus proche de nos valeurs, je suppose, autour de cette assemblée, vous raccrochez à vos services utiles
un tiers de la population. Le point 5 est un levier d'innovation. Aujourd'hui, vous savez que si vous n'innovez pas, si vous ne proposez pas des services innovants, vous êtes rapidement dépassé, donc vous êtes hors jeu. Et si la RSE est un levier d'innovation et de développement de nouveaux modèles, ça damera le pion à des modèles plutôt moins vertueux ou plutôt centrés sur juste la valeur argent. Donc, la RSE est un levier d'innovation fort et l'agence Lucie le sait peut-être mieux que personne. Ensuite, le 6, c'est une opportunité de pouvoir piloter votre stratégie avec un objectif clair et précis en disant on fait un audit, on fait un T0, on fait une mesure et on décide d'une stratégie. Se lancer dans une stratégie de performance environnementale sans faire un audit et des mesures ne rime à rien. Donc, on ne sait pas exactement sur quoi jouer. Et puis après, pour à la fois l'externe et l'interne, ça permet une meilleure communication sur la chaîne de valeur et ça permet une meilleure mobilisation des équipes autour de projets fédérateurs. Pour le vivre régulièrement avec des DSI, le fait de leur dire vous faites partie de la solution et pas toujours oh oui, mais vous dans votre tour d'ivoire, oh oui, mais vous de toute façon, vous faites que ce qui vous arrange, etc. Donc ça les implique dans un projet fédérateur. Donc, les opportunités à mener des actions numériques responsables coordonnées, encadrées, homogénéisées, harmonisées dans le cadre d'un label ou d'une stratégie, peu importe, hein, mais vraiment, ça n'a quasiment que des avantages. Donc au final, le numérique responsable, qui est une solution, qui est la solution que nous proposons aujourd'hui pour faire converger la transition environnementale et la transition numérique, pour les faire marcher de concert, pour éviter qu'il y ait un écart qui se creuse trop entre ces deux transitions. Parce qu'on sait clairement que dans le monde dans lequel on vit, c'est la convergence de ces deux transitions qui va être une condition parmi d'autres, mais une condition forte de la réussite de tous nos objectifs de transition environnementale et sociale. Le numérique responsable est donc cette solution. Tu peux passer à la diapositive qui suit, Pauline, s'il te plaît. Donc voilà la solution. Vincent, je Oui. me permets juste, en fait, il y a une série de questions à laquelle on répondra à la fin, mais là, il y a juste un point de compréhension sur un terme que tu as utilisé. Si tu peux juste revenir sur la notion de dette technique, pour expliquer de quoi il s'agit. Voilà, juste tout à fait. Alors, la dette technique, c'est quand vous développez un service, vous savez qu'il ne sera pas parfait et que ce service va obliger vos équipes à y revenir au bout de 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc la dette technique, c'est quand je développe un service, je sais que j'ai une dette à le faire, à le corriger après. Donc plus vous développez de services inutiles, plus vous allez avoir la dette technique va s'accumuler. Si vous développez un service, vous aurez une dette technique qui va correspondre peut-être à 2-3 mois de boulot. Si vous en développez 10 fois plus, vous aurez des dettes techniques qui vont correspondre à 10 fois plus de boulot. Donc, vous allez mettre vos équipes de DSI sous pression. Donc, si vous n'avez pas de DSI, mais que vous faites sous-traiter, vous allez devoir payer en plus des prestations. Vous allez avoir des failles de sécurité. Vous allez accumuler les désavantages à avoir développé à un moment donné au niveau de la stratégie, parce qu'un marketeur ou un patron fumeux a eu une idée fumeuse qui était de dire ah ben on n'a qu'à aussi développer ça, j'ai vu ça sur un autre site, ça peut être sympa. Ça peut être sympa et catastrophique pour l'environnement, le social, vos équipes et derrière tous les problèmes que j'ai cités. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Donc la notion de numérique responsable, elle est assez simple à comprendre. Déjà, elle est assez simple à définir. Aujourd'hui, on s'accorde pour que l'objectif du numérique responsable, c'est la convergence de la transition environnementale, de la transition sociale et de la transition numérique. Avec un terme bien anglais, on appelle ça du Green for IT, donc ça veut dire limiter l'impact environnemental de l'IT. C'est du IT for Green, c'est-à-dire utiliser le numérique pour diminuer l'impact environnemental. Et vous pouvez faire la même chose au niveau de la transition sociale, du Human for IT et de l'IT for Human.
Donc ça, c'est plutôt des méthodologies de travail. Et puis, au-dessus de tout ça, vous allez développer, vous allez éco-concevoir des services numériques. Et quand vous avez l'ensemble de ces approches dans votre escarcelle, dans votre organisation, quand chacune d'elles est cohérente avec l'autre et qu'elle s'inclut dans une stratégie, dans un schéma directeur numérique responsable, à ce moment-là, vous avez mis en place quand même pas mal de garanties de succès de vos deux convergences. De façon résumée, les éléments clés fondamentaux peuvent se décliner à la fois sous la partie numérique, et sous la partie matérielle et la partie logicielle. Donc on peut passer à la diapositive qui suit. Et là, je n'ai absolument rien inventé, mais c'est juste pour vous dire que ce qui marche avec l'habillement, avec la voiture ou avec tout autre secteur d'activité marche aussi avec le numérique. On refuse les achats, on réduit nos besoins, on réutilise du matériel et des services existants, on répare et on s'assure d'un bon recyclage. Ces 5 R, si vous les mettez en place dans vos organisations, vous aurez fait le job pour le matériel. Au niveau du service, moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours considérer qu'après les 5 R, au niveau des services, il faut s'appuyer sur les 3 U, à savoir des services utiles. Ne faites pas des services dont vous avez envie. Faites des services dont vous avez besoin, dont vos utilisateurs ont besoin. Vérifiez que l'utilité va au-delà de la futilité. Faites utile. J'ai l'habitude de prendre cet exemple au niveau des voitures. Si vous demandez aux gens la voiture qu'ils veulent, ils vont vous dire qu'ils veulent des sièges chauffants, des toits ouvrants, des sonos 2 fois je ne sais pas combien de watts, des moteurs qui vont bien, etc., etc. Et puis au final, quand vous demandez la voiture des Français, la voiture préférée des Français, c'est une Dacia Sandero. Donc faites toujours ce distinguo et faites très attention parce que si vous vous laissez emporter par vos envies, entre les dettes techniques, les impacts environnementaux et sociaux, le fait que vos produits ne seront plus accessibles parce que trop marketés, vous allez avoir des problèmes. Donc service utile, service utilisable, utilisable par tous avec des notions de handicap, d'électronisme. Est-ce que mon service est accessible? Est-ce qu'il est utilisable par toute la population? Et ça, par toute la population, ça veut dire aussi par toute la population qui se situe dans des zones non couvertes par la 4G ou la 5G ou la fibre, même si aujourd'hui on déploie massivement la fibre partout. Les zones où la 2G, 3G et le standard sont quand même nombreuses. Donc vos organisations doivent prendre aussi ça en compte. Et puis les services, est-ce qu'ils sont utilisés? Donc ça veut dire qu'il faut être capable de dire, j'ai une voiture, ça fait 6 mois que je ne l'ai pas utilisée. Est-ce que ça vaut la peine que je continue à l'assurer? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à l'avoir, à payer, à la faire tourner simplement pour être sûr que le moteur fonctionne? Est-ce que je ne peux pas m'en débarrasser? Donc pour les services numériques, c'est pareil. Utile, utilisable, utilisé. Et dessous, je vous ai mis le célèbre schéma de la méthodologie agile qui peut être utilisé, alors agile, simili-agile ou peu importe, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion forte avec vos clients pour adapter toujours les besoins et pas les envies. Et pour ça, donc, si vous voulez mettre en place ce genre de démarche dans vos entreprises, vous pouvez vous y lancer seul, si vous avez la volonté, le courage, l'envie, ou alors vous pouvez bénéficier de pas mal d'apports déjà mis en place par la communauté, par des entreprises qui s'y sont engagées ou par des associations. L'association du numérique responsable a été créée pour ça, justement. Donc, Pauline, si tu peux passer sur ma dernière diapositive, c'est juste pour vous donner quelques outils pour dire, OK, j'ai compris, je vois tout l'intérêt, maintenant, comment est-ce que je fais pour y aller? On a mis à votre disposition une charte qui est beaucoup plus... donc là, vous avez juste le recto, vous avez ces 5 chapitres-là, mais le verso de la charte, on a mis toutes les bonnes pratiques qui, pour nous, étaient à inclure dans une stratégie numérique responsable, qui sont autant des... faites attention, hein, c'est de la sobriété, mais aussi de l'innovation. Vous pouvez aussi vous appuyer sur de la formation. Donc là, l'agence Lucie propose des formations. On va sortir un MOOC bientôt, numérique responsable, gratuit, accessible à tous. Et puis, vous avez le label qui est, autant la charte est peut-être plus une déclaration politique
à organiser dans les organisations, autant le label, lui, est véritablement un outil pragmatique de mise en place d'une politique d'amélioration continue autour de la notion de numérique responsable dans les organisations. J'en ai fini là en ce qui me concerne. Je vois le délai, j'ai tenu ma demi-heure. Je ne suis pas trop débordé, donc je suis plutôt content. Je vais passer la parole maintenant, je vais couper mon micro, puis je vais laisser la parole à Pauline et à Mickaël pour vous parler du label. Bien évidemment, je reste là et je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Donc effectivement, je prends le relais. Hop, alors. Voilà, donc je prends le relais sur la présentation de l'agence Lucie et plus spécifiquement le label du numérique responsable. Donc l'agence Lucie, rapidement, on est aujourd'hui une SAS avec la particularité d'être détenue à 50% par des associations. On anime aujourd'hui la première communauté d'entreprises et d'organisations de tout type engagées en Europe sur différentes démarches, y compris le label du numérique responsable sur lequel on va revenir. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une croissance de la communauté rapide sur les dernières années avec une prise de conscience et notamment sur le numérique responsable et notamment pendant ces périodes où on est confiné chacun chez soi. Donc aujourd'hui, une communauté de plus de 600 organisations, des associations, des collectivités, des entreprises qui s'engagent dans des thématiques RSE. Et puis, donc, comme vous le voyez, une petite équipe, hein, on est aujourd'hui 10 chez Lucie, donc à gérer l'ensemble de l'offre. L'ensemble de l'offre, ça va être différents labels et différentes démarches, avec le label Envol sur lequel je pourrais revenir, un label environnemental, le label Lucie 26000 et le label Toumaï qui sont issus donc de l'ISO 26000 et donc de la RSO, hein, et puis le label du numérique responsable. Concrètement, nos différentes offres, ce qu'on aime se dire chez Lucie, c'est que la RSE, c'est comme une montagne à gravir et que tout le monde ne la gravit pas de la même vitesse. Certaines personnes ont besoin de faire une pause pour pouvoir s'engager à la suite sur des thématiques plus engageantes. Donc, dans un premier temps, alors évidemment, voilà, ça ne va pas ensemble. Donc, dans un premier temps, ce qui n'est pas écrit, c'est donc s'informer, s'outiller et partager. Partager, c'est évidemment ce qu'on fait ce matin. S'outiller, donc je n'ai pas les mots qui s'affichent. Je vais tout mettre comme ça. J'aurai tout. Voilà. Donc, s'outiller, on propose aujourd'hui à l'agence Lucie deux outils. Une plateforme de bonnes pratiques qui s'appelle Lucifer pour le jeu de mots, qui sont des bonnes pratiques sur l'ensemble des thématiques de l'ISO 26000 et qui est un accès gratuit pour les membres de la communauté Lucie. Et puis, Lucie AD2R, qui est donc un outil qui permet de calculer son retour sur investissement de toute action engagée sur la RSO, donc qui est intéressant pour les organisations et qui évidemment est proposé aux organisations de la communauté. La deuxième marche, ça va être se former. Donc, comme Vincent l'a dit, on propose chez Lucie des formations, notamment sur le numérique responsable, mais pas que. On a aujourd'hui un centre de formation dans lequel on délivre des formations aussi bien réglementaires sur la RGPD, par exemple, le document unique, etc. Et puis également des thématiques plus opérationnelles sur les achats responsables, le numérique responsable, qu'on délivre en partenariat avec l'Institut du numérique responsable, et puis une formation spécifique pour le label Lucie 26000. Ensuite, on va avoir un étage progresser par étapes. Donc, progresser par étapes, ça va être des labels thématiques. Donc, par exemple, le label du numérique responsable qu'on propose aujourd'hui en partenariat avec l'Institut du numérique responsable, le label Envol sur du management environnemental, donc pour les organisations de moins de 50 salariés, et puis le parcours 1, 2, 3 et le label Toumaï, qui sont des labels, donc premier pas d'engagement vers le label Lucie 26000, en fait, hein, sur la thématique de l'ISO 26000, qui est donc une norme internationale sur la RSO. Et puis la dernière étape, la dernière marche de cette montagne, c'est s'engager pleinement avec le label Lucie 26000
qui est donc un label de progrès sur les différentes thématiques de l'ISO 26000. Et puis chez Lucie, on a travaillé sur des déclinaisons sectorielles de ce label. Savoir qu'aujourd'hui, on a des déclinaisons sectorielles pour les organismes de formation, qui peuvent également aller vers la certification qualité, pour les collectivités, pour les banques, etc. Donc, vraiment, on essaye d'adapter au mieux ce référentiel à certains secteurs d'activité. On a également sorti très récemment, hein, il y a un petit mois maintenant, une extension pour le label Toumaï et le label du numérique responsable pour devenir entreprise à mission et entreprise à raison d'être. Donc, l'agence Lucie accompagne les organisations sur ces thématiques. Et puis, de la gestion de labels pour le compte de tiers, donc comme c'est le cas pour le label Envol et le label du numérique responsable, avec le label RS qu'on porte pour le SNADOM, donc le syndicat des organisations d'aide à domicile, le label MFR 26000, donc pour les maisons familiales rurales, et puis le label Produit en Bretagne 26000, qui porte bien son nom pour donc de la production en Bretagne. Voilà, donc rapidement, une petite image de ce qui est proposé chez Lucie. Aujourd'hui, l'écosystème Lucie est assez large, avec donc des partenaires stratégiques, et je reviendrai donc sur les experts du comité de labellisation, mais qui délivrent le label, aussi bien le label du numérique responsable que le label Lucie 26000. Des consultants Lucie, 90 consultants aujourd'hui qui peuvent accompagner les structures pour l'instant vers les démarches Lucie 26000, et on est en train de rédiger les prérequis pour devenir consultant du numérique responsable. Donc, je sais qu'on a une partie des participants aujourd'hui qui veulent accompagner les structures, donc c'est en train d'être travaillé. À l'URSO, qui est donc une association composée de membres de la communauté Lucie, qui a une part du capital Lucie. Les évaluateurs, donc je reviendrai sur le process de labellisation du numérique responsable. Aujourd'hui, on a vraiment choisi, nous chez Lucie, d'être ni juge ni partie du label, et d'avoir donc des évaluateurs externes qui viennent donc attester de l'état actuel des choses dans l'organisation. C'est ce que Vincent vous disait, l'importance de savoir où on en est avant de s'engager à progresser, hein. Et puis donc qui fait le parallèle avec les experts du comité de labellisation qui remettent le label. Ce n'est effectivement pas Lucie qui remet le label, mais des experts sur le sujet. Et puis ensuite, donc des partenaires internationaux, des experts dont l'Institut du numérique responsable, qui est notre partenaire, des institutionnels, et puis des clubs et réseaux. Donc si l'organisation fait partie d'un de ces clubs et réseaux partenaires, elle peut bénéficier de réductions sur les différentes offres de l'agence. Voilà. Et puis un petit zoom un peu plus spécifique sur les partenaires et soutiens qu'on a sur le label du numérique responsable. Donc, le label du numérique responsable, c'est un référentiel qui a été créé par l'Institut du numérique responsable en collaboration avec des acteurs de renom, donc le ministère de la Transition écologique, l'ADEME et WWF, qui sont donc en soutien sur ce label. Voilà. Donc, concrètement, le label, comment il fonctionne? Le référentiel de ce label s'articule en 5 axes et 14 principes d'action, ce qu'on appelle principes d'action par la suite, donc qui sont en fait des sous-thématiques sous les 5 axes. Dans ces 5 axes, on va avoir 2 grands axes qui sont plutôt sur la stratégie de l'organisation, à savoir comment s'organise la gouvernance, est-ce que la stratégie du numérique responsable est inscrite dans la stratégie globale de l'organisation. Une partie sur la formation en interne, en externe, avec de la communication également pour sensibiliser les parties prenantes, qui est quelque chose de très important dans les démarches RSE, hein. Et puis ensuite, 3 axes qui sont plutôt sur des aspects entre guillemets opérationnels, avec des démarches transversales, donc notamment sur les achats et le cycle de vie du matériel, l'usage et l'utilisateur donc sur différents outils, donc aussi bien le poste de travail, comment est-ce qu'il est utilisé. Vincent disait tout à l'heure qu'en éteignant son poste de travail, on peut faire des économies assez impressionnante. Voilà. On a aussi l'utilisation de la téléphonie, l'utilisation des imprimantes. Et puis enfin, dans organisation, vont se regrouper l'utilisation des logiciels et les data centers. Voilà, donc toutes ces thématiques qui vont être traitées dans le label du numérique responsable. Alors concrètement, comment ça se passe? Dans un premier temps, donc, la formation du numérique responsable dont on vous parlait tout à l'heure, donc c'est une formation qui a lieu pendant 3 jours.
2 jours qui sont dispensés par un membre de l'Institut du numérique responsable, donc Vincent qui délivre également cette formation, hein, qui permettent de bien comprendre les enjeux qui se cachent derrière le référentiel. Et puis ensuite, une journée qui est délivrée par un membre de l'équipe Lucie pour bien comprendre les outils et notamment l'étape d'après qui va être une auto-évaluation. Donc en fait, on va proposer, enfin on va même demander à l'organisation de faire son auto-évaluation selon le référentiel dont je viens de vous parler, avec une première partie sur l'identification des parties prenantes et leur hiérarchisation, à savoir avec qui je travaille aujourd'hui, qui sont mes parties prenantes, qui est-ce que j'impacte dans ma politique numérique responsable, qui a un impact sur moi également. Donc vraiment bien comprendre tout l'écosystème qui va autour de cette thématique, et puis ensuite travailler sur chacun des principes d'action, à savoir quelle est l'importance pour mon secteur d'activité. Donc d'abord classifier selon l'importance pour le secteur d'activité, et puis ensuite croiser avec le niveau d'assurance de l'organisation, à savoir est-ce que l'organisation a rédigé par exemple des politiques sur l'utilisation de son matériel informatique, quels sont les moyens et usages qui sont déployés au quotidien sur ce principe d'action, et puis quels sont les résultats qui ont été obtenus. Voilà, donc on va vraiment demander un travail complet à l'organisation pour structurer sa démarche et savoir ce qui est fait aujourd'hui et quelles sont derrière les actions qui restent à mettre en place. À la suite de cette évaluation, on va donc avoir un partenaire évaluateur dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vient sur place. Donc, le partenaire évaluateur, c'est l'organisation qui va le choisir à la suite d'un échange téléphonique. L'évaluateur va venir sur place et faire à peu près ce qui a été fait par l'organisation avant, avec un regard un peu plus expert, en allant interroger en interne un panel représentatif des salariés, mais également des parties prenantes importantes en externe, pour avoir une vision 360 des activités qui sont menées par l'organisation et pouvoir émettre un rapport sur cette même plateforme, à partir duquel l'organisation va devoir prendre des engagements de progrès. Parce que le label du numérique responsable, aujourd'hui, est vraiment pensé comme un label d'engagement vers le progrès, dans un processus de progrès continu, d'amélioration continue. Donc, l'organisation, à partir de ce rapport, va devoir rédiger un plan de progrès en se disant, typiquement, ce principe d'action-là est important pour mon secteur d'activité. Il reste encore de la marge de manœuvre, et bien c'est là-dessus que je vais prendre des engagements court terme, moyen terme, long terme, en fonction de la pertinence pour le secteur d'activité et le niveau où se trouve l'organisation aujourd'hui. Donc l'organisation rédige ce plan de progrès qui va ensuite passer devant un comité de labellisation dont je vous parlais tout à l'heure. Le comité de labellisation aujourd'hui, composé d'experts du numérique responsable, donc notamment des membres de l'Institut du numérique responsable, ils vont pouvoir juger de la cohérence entre le plan d'action qui est rédigé par l'organisation et l'état des lieux qui avait été fait en amont par l'évaluateur. Si ce plan d'action est pertinent, l'organisation est labellisée pendant 3 ans. Elle a 3 ans pour mettre en place ces différentes actions. À mi-parcours, donc à 18 mois, elle va avoir un suivi de labellisation avec donc l'évaluateur qui revient sur place pour faire un état des lieux des choses qui ont été mises en place, et le comité de labellisation qui va pouvoir juger si par rapport aux engagements pris initialement, l'organisation est vraiment dans un process d'amélioration continue. Voilà. Puis ensuite, il reste encore les 18 mois avant le renouvellement du label pour re-rentrer dans un cycle de labellisation. Et ce label, évidemment, permettant de rentrer donc, dans la communauté Lucie. Rapidement, pourquoi s'engager dans une démarche du numérique responsable? Alors, Vincent vous en a parlé, mais je vais revenir rapidement sur 3 raisons qui me paraissent importantes. Des raisons éthiques, des raisons réglementaires et des raisons économiques. Les raisons éthiques, très rapidement, je pense que les participants aujourd'hui sont au courant qu'on fait face à un réchauffement climatique important, qu'on fait face aujourd'hui à une baisse de la biodiversité, etc. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont à prendre en compte et rapidement. Des raisons réglementaires, donc avec des hard laws qui sont donc des lois mises en place dont Vincent parlait tout à l'heure, et puis des soft laws donc qui sont des bonnes pratiques. Sur les lois, bien aujourd'hui on a des règlements qui sont rédigés ou en cours de rédaction sur les plans sociaux et environnementaux. Évidemment, face au contexte actuel, on va avoir de plus en plus de réglementations et les organisations vont être amenées à s'engager de plus en plus sur ces axes-là. Et puis les attentes des parties prenantes. Aujourd'hui, les parties prenantes internes comme externes attendent que l'organisation s'engage
sur des thématiques responsables et donc le numérique responsable. Et puis des raisons économiques. Les raisons économiques, on travaille en partenariat, partenaire de Goodwill Management, beaucoup sont là ce matin. Goodwill Management qui est donc un cabinet de conseil qui calcule le retour sur investissement de la RSE et qui aujourd'hui permet de calculer, enfin de faire des bilans pour attester qu'une démarche RSE permet à l'organisation d'être plus rentable. Aujourd'hui, on a des chiffres qui permettent de dire qu'une organisation qui s'engage dans une politique RSO est 13% plus rentable qu'une organisation qui ne s'engage pas. Donc, c'est quelque chose qui est prouvé par des chiffres et qui est important, il est important aujourd'hui de s'en rendre compte et d'agir de la sorte. Et puis, une démonstration de la part de la Banque de France qui dit donc que les organisations qui s'engagent dans la RSO et évidemment dans le numérique responsable donc, sont des organisations qui ont une meilleure santé financière, qui sont plus pérennes face aux enjeux de la société actuelle. Voilà, donc les avantages de la labellisation, eh bien, un projet structurant, comme vous l'avez vu sur la première partie de l'auto-évaluation et puis par la suite sur la rédaction du plan de progrès, hein, c'est vraiment comprendre quels sont les axes les plus importants pour mon organisation aujourd'hui et les mettre en place. Un label qui est exigeant. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est la plus grande communauté engagée en Europe, reconnue, ce qui permet donc à l'organisation de s'engager dans une démarche et de pouvoir prouver à l'extérieur qu'elle a un niveau d'exigence sur cette thématique qui est important. Un label qui permet d'avoir un intérêt durable pour tous les collaborateurs en interne sur des sujets qui tiennent à cœur et qui sont importants, hein, et puis donner aux partenaires de l'entreprise des gages de l'intégrité de l'entreprise. Voilà. Donc le LUCIPAC, donc, comme je vous le disais, rejoindre le label du numérique responsable, c'est rejoindre la communauté Lucie, qui vous permet d'accéder à plusieurs avantages. Donc le premier avantage, c'est la vie de la communauté. Plus de 600 membres, ça veut dire bien, plus de je ne sais combien de bonnes pratiques qui peuvent être partagées pendant les cercles. Donc, on organise aujourd'hui des rencontres en visuel et puis en digital, étant donné le contexte actuel, d'échanges de bonnes pratiques sur l'ensemble des labels, hein, donc aussi bien Lucie 26000 que le numérique responsable, pour échanger des bonnes pratiques, mais également pour faire des ateliers d'intelligence collective et faire naître ensemble des réflexions sur le monde de demain et faire naître ensemble des nouvelles bonnes pratiques sur ces thématiques-là. Des événements Lucie, donc par exemple la convention Lucie qui cette année est décalée en octobre, des groupes sur les réseaux sociaux pour pouvoir poser des questions et échanger sur des bonnes pratiques par exemple, des événements RSE avec le salon Pro Durable que vous devez tous connaître qui est décalé cette année mais qui aura lieu a priori en septembre, sur lequel l'agence Lucie a un village avec différents membres de la communauté qui peuvent parler de leur démarche et puis présenter leur structure. On a également des avantages entre membres. Donc aujourd'hui, 650 membres sur différentes thématiques. Moi, j'ai en tête, par exemple, LearnShip, qui est donc une structure qui fait de la formation en langue et qui propose à l'ensemble des membres de la communauté 25% sur ces formations. Et puis, on a également dans la communauté des banques, des assurances qui peuvent proposer des avantages à tous les membres de la communauté. Une communication mutualisée. Alors évidemment, quand vous rentrez dans la communauté Lucie, vous avez le petit logo gris de la communauté, puis par la suite, les logos des labels qui vous permettent de communiquer sur votre engagement. Vous avez également sur le site du label Lucie, du label NR, de l'agence Lucie, une page pour présenter votre organisation et puis rediriger sur votre site internet et présenter donc votre engagement. Et puis ensuite, donc, les outils dont je vous ai parlé, la plateforme Lucie Online, Lucifer, donc la base de données de bonnes pratiques, Lucie AD2R, qui est donc un outil pour calculer le retour sur investissement de la mise en place d'actions RSE. Et puis les 3 petits points, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe de recherche et ingénierie qui travaille au quotidien pour pouvoir développer des outils pour la communauté et rendre le travail sur la RSE le plus simple et opérationnel pour les organisations qui s'engagent avec nous.
Alors, la question qui vient toujours à la fin, hein, c'est le prix, la tarification du label du numérique responsable. Plusieurs parties dans cette tarification. La première, c'est la formation. La formation, elle est obligatoire donc dans le process de labellisation. Elle peut être faite dans un premier temps pour se sensibiliser sur ce sujet. La formation, elle coûte donc sur 3 jours 1 500 € hors taxe. L'agence Lucie étant data dockée, la formation peut être prise en charge par un OPCA. Et puis ensuite, donc, sur le label en tant que tel, on a 2 parties. La partie redevance de label, donc pour l'agence Lucie, qui est un pourcentage du chiffre d'affaires ou budget de fonctionnement de l'organisation qui s'engage. Donc, avec un plancher à 1 000 € qui est donc l'équivalent de 10 millions de chiffre d'affaires ou moins, et puis un plafond à 6 000 € par an, soit 60 millions ou plus. Et puis ensuite, donc, le coût de l'audit. Donc, en dessous, on vous a mis un petit tableau, donc le coût de l'audit pour des structures en monosite. En multisite, il faudra donc nous contacter pour avoir une vision plus spécifique. Mais par exemple, rapidement, donc pour une PME de 60 salariés qui a un chiffre d'affaires de moins de 10 millions d'euros, elle va payer donc 1 000 € par an, plus 4 375 € pour l'audit initial et 2 500 € pour l'audit de suivi. Voilà. J'espère être claire et puis je pourrai répondre à vos questions si vous en avez d'autres sur la tarification. Et puis une petite information et une petite promotion qu'on fait pour vous aider à mettre le pied à l'étrier. On propose aujourd'hui et jusqu'à fin juin, pour les organisations qui s'engagent sur le label du numérique responsable, 20% de réduction sur la redevance annuelle. Ce qui est donc dans des exemples de tarifs remisés. Pour une toute petite organisation dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros, on va avoir une redevance qui va être donc à 800 € par an au lieu de 1 000 €. Et in fine, donc, la démarche coûtera 6 463 € à l'organisation sur les 3 ans au lieu de 7 063 €. Même exemple pour une ETI avec un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros. Une redevance qui passe donc de 3 500 € par an à 2 800 € par an, et donc une démarche totale sur les 3 ans qui coûtera 17 775 € à l'organisation au lieu de 19 875 €. Voilà pour moi. Je crois vous avoir donné l'essentiel des informations. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on échange, que je puisse répondre, et puis Vincent également, hein, aux différentes questions qui ont été posées pendant la présentation. On va essayer de respecter le timing, donc il est 10 h tout pile, on est bon. On va répondre à vos questions donc jusqu'à 10 h 30, et puis par la suite, si vous en avez d'autres auxquelles on n'a pas pu répondre ce matin, n'hésitez pas à me contacter. Donc sur la slide d'après, je vous enverrai la présentation. Vous avez nos contacts, à Michael comme à moi, et vous pourrez donc revenir vers nous pour nous poser les questions. Voilà, donc Michael, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées? Alors, oui. Alors, il y a des questions de... alors déjà, d'une manière générale, est-ce qu'il existe une ou plusieurs sources et qu'on peut éventuellement relier au référentiel PNR? Source... Ouais, par exemple, est-ce qu'il existe... Michael, on t'entend en haché. Qui sont déjà existants en l'état. Alors, je ne sais pas si Vincent a entendu ou si non, ça paraît ça laisse perplexe. Non, mais en fait, c'est que ça coupe. Ah, d'accord. J'imagine différentes sources sur les données qui ont été données dans un premier temps, enfin les informations qui ont été données dans un premier temps pour pouvoir aller plus loin dans les chiffres, c'est ça? Je ne sais pas entendu en fait. Je peux peut-être essayer de répondre. Tu m'entends? Alors, il y a un problème de connexion de la part de Vincent, je pense. Je ne s'entend pas bien. Ah, c'est bon. Vincent, tu es de retour? Ouais, j'ai de nouveau eu une suite, je suis désolé.
Pas de souci. Du coup, est-ce que la question était celle-là, Michael? Alors, Je n'ai pas entendu. Donc. ok, la question c'est est-ce qu'il existe un Oui. ou plusieurs guides de bonnes pratiques qui existent déjà en l'état? Il existe beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de sources avec beaucoup de données hein, sur le sujet, mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs guides qui répertorient les bonnes pratiques euh, en termes de numérique responsable? Alors, il y a des checklists qui existent, hein, qui sont des checklists Opquast. Nous, on a un document qu'on va, dans les jours qui arrivent, mettre à disposition de tout le monde, qu'on appelle le petit livre bleu, mais qui est les 65 bonnes pratiques du numérique responsable. Euh, Il y a, oui, ça existe. Bon, je m'engage devant vous à mettre le livre des 65 bonnes pratiques de l'INR sur le site d'ici moins d'une semaine. Moi, je vous Donc, mettrai le lien vers le site voilà, dans le mail récap, comme ça, vous aurez tout. voilà. Après, sinon, vous avez sur le site du RG2A, par exemple, qui recense les bonnes pratiques au niveau de l'accessibilité. Vous avez la checklist, le PIDILA, PIDILA, qui recense beaucoup de bonnes pratiques de l'éco-conception, de l'accessibilité, etc. Vous avez un certain nombre d'outils qui permettent d'utiliser et de vérifier vos services numériques, vos pages web, vos codes. Là, ils sont disponibles sur la page outils de l'Institut du numérique responsable. Donc oui, il existe pas mal. Voilà, je vois Dolores qui parle de l'outil des évaluateurs en ligne comme EcoIndex. Euh, Ils ont l'avantage de donner des tendances de l'impact des sites, même si globalement, ça va dépendre de l'endroit où se situe le data center, ça va dépendre de pas mal de choses, mais ils donnent des tendances. C'est-à-dire que si vous faites un site, et vous déployez un site dont le chiffre est par exemple 4 grammes d'émissions de gaz à effet de serre, et que vous l'éco-concevez et le coup d'après il ne fait plus qu'un seul gramme, bah, le rapport est quand même juste. J'ai vu dans les questions qu'il y avait une question sur est-ce qu'il existait un outil pour être capable de voir en temps réel sa consommation et ses impacts de la consommation du numérique. Alors oui, cet outil s'appelle Carbonalizer. C'est un plugin que vous pouvez installer sur vos navigateurs. Vous le lancez, vous faites votre navigation comme si de rien n'était. Et puis, au bout d'une heure, une demi-heure, une journée, une semaine, vous arrêtez le navigateur enfin, le plugin et vous regardez le résultat et vous avez, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de kilomètres de voiture, d'équivalent de kilomètres de voiture, etc., etc. Donc, ce sont des outils qui existent. On est en train d'essayer de les agréger au niveau de l'INR et de faire une page qui les recense. Ok, super, merci beaucoup. Alors, il y a une série de questions techniques. Euh, une sur le design des interfaces. Alors, comment le design des interfaces des plateformes de streaming peut-il consommer plus que la prise en charge des flux de data par les équipements actifs? Alors juste, j'ai lu le commentaire de Léa qui est tout à fait juste, hein, effectivement. On peut parler de la consommation de data ou de la réduction de ses mails. Je ne l'ai pas dit et c'est vrai, enfin, le problème c'est que j'ai tellement l'habitude de le dire, mais j'ai oublié. C'est une très très bonne remarque et merci de l'avoir fait. Il y a deux choses à savoir. 80% de l'impact se fait à la fabrication de matériel, donc pour ça que je disais que le principal acte pour avoir une politique numérique responsable, c'est de refuser l'achat, parce que 80% de l'impact multicritère hein, se retrouve au moment de la fabrication du terminal, de l'objet. Et puis, si on ventile les différents impacts quand on utilise un service numérique, hein, entre le data center, le réseau et l'utilisateur terminal, c'est l'utilisateur terminal qui concentre la majorité des impacts, puisqu'il y a aujourd'hui plus de 4 milliards et demi d'utilisateurs.
4,5 milliards de terminaux, alors que les data centers et le réseau sont optimisés, centralisés, sont aujourd'hui beaucoup plus efficients. Donc voilà quelques chiffres qu'il fallait avoir en tête. Donc excuse-moi, Mickaël, est-ce que tu peux reposer ta question? Oui, c'est comment le design des interfaces des plateformes de streaming peut-il consommer plus que la prise en charge des flux de data par les équipements actifs? Oui, alors ça, je pense que la question fait référence à ce que j'avais dit sur le fait que le fait de décocher la lecture automatique permettait d'économiser du gaz à effet de serre. En fait, c'est les usages qui sont générés de par cette modification de l'interface. La lecture automatique va permettre de basculer d'une vidéo sur l'autre, même si on n'en a pas envie, et donc va pousser à la surconsommation, alors que décocher cette lecture automatique des vidéos va nous permettre de nous arrêter à la vidéo souhaitée et pas d'aller plus loin. Donc ça évite la surconsommation. Donc une interface bien pensée évite des surconsommations alors qu'elles n'étaient pas voulues au départ. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, ensuite, alors, on parle beaucoup d'architecture microservices, notamment pour Netflix, qui en a été l'un des précurseurs. On parle bien de réutilisation des services, ou plutôt microservices, dans ces architectures, mais on multiplie les environnements serveurs pour chaque microservice. Que pensez-vous de ces architectures vis-à-vis du Green IT? Alors, tant qu'on n'aura pas fait les métriques exactes de service standard versus microservice, on aura du mal à répondre. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à penser que la réutilisation de ces microservices et la possibilité de les faire tourner sur des serveurs virtualisés, mutualisés, etc., c'est plutôt une voie intéressante à creuser. Ça n'est qu'un avis. On est en train de travailler au niveau de l'INR sur un groupe de travail avec une dizaine ou une quinzaine d'experts des architectures pour sortir de ce je pense que et aller vers ben voilà les résultats. Donc on est en train de faire un GT architecture responsable qui d'ici quelques mois devrait sortir des préconisations pour une architecture responsable. Mais aujourd'hui, on a tous des intuitions sur le fait que les microservices sont plus efficients. On n'a pas de preuves, on n'a pas encore fait d'ACV qui serait seul à même de vérifier ce sentiment. Ok, merci. Alors, toujours dans les questions techniques, on a une question de David qui est ici. Le Conseil américain pour l'efficacité énergétique a tenté d'estimer en 2012 la facture de chacune de nos activités sur Internet. Pour cela, il a établi qu'un giga de données téléchargées coûte environ 5,12 kWh. Y a-t-il une évaluation plus récente? Ça date de 2012. Oui, ça tombe très très bien. Il y a, alors il y a deux travaux que je peux citer. Donc il y a un rapport de decisiondata.org. Alors je vais le pousser sur le chat. J'espère que est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Donc, c'est une étude qui indique qu'aujourd'hui, on est à plus de 350 gigabits de données par an. Et vous avez derrière le FCC Annual Broadband Report qui estime derrière un émission de gaz à effet de serre. Et puis, vous avez un rapport qui est français, qui est plus prospectif, mais qui, je vous le pousse aussi, est le One Byte model que le Shift a produit l'année dernière et qui lui va vous permettre d'avoir un lien vers un tableur Excel pour quantifier la relation entre le One Byte, le byte que vous téléchargez et les émissions de gaz à effet de serre en fonction de si vous le regardez dans un smartphone, un laptop, si vous passez un Wi-Fi ou un autre ou à d'autres médias. Donc les travaux du Shift sont là encore un petit peu sont assez récents, ils sont critiquables, évidemment, et la preuve, ils sont critiqués. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que
dire que estimer l'impact d'un octet téléchargé, c'est comme si vous demandiez l'impact d'un déplacement. Si vous ne dites pas avec quoi je fais ce déplacement, où je fais ce déplacement, etc., on peut difficilement sortir quelque chose. L'octet en Chine, l'octet aux États-Unis, l'octet en France n'a pas du tout le même poids environnemental et n'a pas le même poids social derrière. C'est difficile de se prononcer sur un chiffre précis. En France, on est à peu près à 50 grammes équivalent de gaz à effet de serre par kilowattheure produit. En Chine, on se rapproche, on dépasse le kilo presque. Donc la différence est énorme. Le gaz à effet de serre est un critère, il en existe d'autres, les déchets nucléaires en sont un autre, la consommation d'eau en est un autre. Donc c'est difficile de répondre de façon précise à cette question parce que derrière, il faut tout recontextualiser. Mais là, je vous ai donné 2-3 liens pour vous permettre de vous faire une idée. Le One Byte modèle est un modèle up-to-date et librement utilisable pour se faire une idée. Ok, super. Merci beaucoup, Vincent. Alors, une autre question. Le choix des logiciels intervient-il dans le processus? Alors, aussi bien dans une démarche numérique responsable que dans la labellisation, alors là, il y a des bonnes pratiques autour du matériel, enfin du choix du matériel plutôt avec la partie accessibilité. On a aussi toute une partie open source. On privilégie le matériel réutilisable, l'open source. On n'est pas dogmatique, c'est-à-dire qu'on ne va pas dire que parce que vous utilisez Windows, vous êtes un méchant, et parce que vous utilisez Linux, vous êtes un gentil. On privilégie plutôt la réappropriation, le respect de la vie privée, le respect de la relocalisation des données, le respect de la RGPD. Et avec ces valeurs-là, on peut estimer que le choix des logiciels derrière impacte. Par contre, on n'est pas dogmatique sur une marque ou sur un OS, libre ou propriétaire, etc. Ok, très bien. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent à la suite. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, mais en tout cas, si on n'arrive pas à répondre là, on reviendra vers vous après. Alors ça, c'est des questions très techniques. Après, il y a des questions plutôt sur en fait, qui demandent plutôt ton avis, Vincent. Alors, parmi celles-ci, sur la 5G, savez-vous si ce qu'on peut lire voilà, sur certaines publications concernant les fréquences 5G, nocives pour les insectes, par exemple, entre autres, sont avérées ou probables? Alors, aujourd'hui, les dernières études seraient plutôt tournées vers une innocuité des ondes de 5G. Il n'empêche que les groupes de travail continuent, et moi-même j'ai été sollicité pour faire partie d'un groupe de travail de l'ADEME sur la 5G. On est aujourd'hui plutôt sur une notion d'innocuité. L'Agence des ondes a sorti un rapport qui était plutôt favorable qui était plutôt favorable, non, qui était plutôt rassurant sur l'utilisation de la 5G. Mais c'est un peu comme le compteur Linky, entre les complotistes, ceux qui connaissent quelqu'un qui ça perturbe, etc. Pour l'instant, je préfère pas me prononcer sur la notion de 5G. Il n'y a pas de chiffre. Les études vont plutôt dans le sens d'une innocuité, mais voilà. Ok, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, toujours en ce qui concerne les risques, ça rebondit sur, c'était une question qui rebondissait sur ce que tu as expliqué dans la partie des risques. En ce qui concerne les risques sanitaires, il y a aussi les ondes électromagnétiques liées au Wi-Fi, par exemple. Qu'en pensez-vous? Eh ben, j'en pense que à partir du moment où on dit qu'il faut le désactiver
dans les maternelles, qu'il faut avoir des zones dans les lieux publics sans Wi-Fi parce qu'il y a des gens qui ont développé une sensibilité aux ondes électromagnétiques. Je pense que le principe de précaution doit prévaloir et que sans pour autant supprimer les ondes Wi-Fi, il ne faut pas les imposer. Donc il faut être capable de discuter dans les entreprises sur la présence des ondes électromagnétiques, sur reconnaître la sensibilité aux ondes électromagnétiques comme peut-être potentiellement une maladie professionnelle. Donc voilà, tout ça, ça se respecte et ça se fait avec les services sanitaires et sociaux pour éviter des abus. Et je pense que des zones sans Wi-Fi sont nécessaires dans toutes les organisations. Ok. Et à minima, prévenir que quand on rentre dans une zone Wi-Fi, prévenir les utilisateurs ou les clients, les visiteurs. Ok. Alors, Pauline, je te laisserai me dire sur le temps, comment on est. Alors, il nous reste encore 10 minutes pour répondre aux questions. Dans tous les cas, on répondra aux autres, soit dans le mail de récap, soit un par un, en prenant contact par la suite. Alors là, vas-y. Là, il y a des questions plutôt sur le label par rapport à ce qui existe déjà à côté. Et puis l'INR également. Avez-vous un lien avec France IT et son label numérique responsable? Alors, la réponse. Numérique responsable d'ailleurs. Ouais, il s'appelle Entreprise numérique responsable. Alors, le label de France IT, en fait, il doit être lu comme étant Entreprise numérique responsable. Alors que notre label, c'est Entreprise ou organisation numérique responsable. Donc, lorsque le label, en fait, le label numérique responsable, il y a eu un livre blanc qui a été remis ministre de l'Environnement et ministre du Numérique. Donc à l'époque, Brune Poirson et Mounir Majoubi, qui était un livre blanc sur la convergence de la transition environnementale et la transition numérique. Il a fallu quelques mois pour que Brune Poirson s'empare de ce livre blanc et parmi les 26 préconisations, on choisisse 5, dont l'appui national à la création d'un label numérique responsable. Ils ont mis les acteurs qui avaient ces différents labels autour de la table, dont France IT et l'INR, et ils ont choisi le label de l'INR pour être le label entre guillemets national du numérique responsable. Il était bien évidemment de question de mettre France IT sur la touche avec son label entreprise numérique responsable. Donc on a initié une collaboration avec France IT pour que le label de France IT devienne une déclinaison du label numérique responsable. Il y a eu des élections chez France IT, etc. Donc depuis 2 mois, on a renoué contact avec la nouvelle équipe dirigeante de France IT et normalement, vu que le dialogue se passe très très bien et qu'il est c'est pas du tout un enjeu commercial pour nous, pour France IT. Vraiment, l'objectif, c'est de faire avancer le débat. On opterait pour le fait que le label de France IT devienne une déclinaison du label numérique responsable de l'INR. Mais on intégrerait France IT dans notre label et on serait intégré dans le label de France IT. Donc, ça se passe très très bien avec la future équipe dirigeante de France IT. Et d'ici quelques mois, on espère homogénéiser toutes ces politiques de label. Ok. L'Institut du numérique responsable a-t-il des équivalents à l'étranger? Fait-il partie d'un réseau? Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posé cette question, enfin, il doit être au courant. On est vendredi, lundi dernier, j'ai participé à on va dire l'Assemblée générale de lancement de l'Institut du numérique responsable suisse. On est en train de travailler à la création d'un institut du numérique responsable belge et on travaille aussi sur la création d'une charte de réseau des acteurs du numérique responsable en Europe. Alors, il existe quelques acteurs qui se sont déjà organisés, qui s'étaient organisés il y a quelques années, mais qui ont du mal un peu à reprendre le dessus. Donc, il doit y en avoir Pays-Bas, Angleterre et France.
Donc, on va les recontacter pour essayer de réactiver cette démarche de réseau d'acteurs européens du numérique responsable. Donc oui, c'est aujourd'hui un des grands chantiers D'accord. C'est un des grands chantiers du numérique responsable. Je viens d'apprendre que c'est niveau d'avoir le responsable de la future INR belge qui vient de m'envoyer sur WhatsApp. Non, ce n'est pas moi qui ai posé la question sur le réseau international. Voilà. D'accord. Et en complément peut-être de cette réponse sur la partie labellisation, aujourd'hui, l'Institut du numérique responsable donc, est en train de se développer un peu autour de la France. Aujourd'hui, il est possible pour des structures qui ne sont pas françaises d'accéder au label du numérique responsable, sans souci, puisque nos évaluateurs sont présents dans les différents pays qui nous entourent. Voilà. Alors, il y avait des questions aussi sur qui sont. Alors, j'ai répondu tout à l'heure dans les questions-réponses, mais la question a été reposée sur combien il y avait de labellisés. Il y a 5 organisations aujourd'hui qui sont labellisées. Il y en a 2 qui sont en cours de labellisation, et puis plusieurs autres aussi qui s'apprêtent à se lancer. Dans les labellisés, il y a l'Université de La Rochelle. Je parle bien à Vincent. Il y a la DSI de Pôle emploi. Il y a également la GTS de la Société Générale, la Cité scolaire de Surgères, Charente-Maritime, et puis également la direction communication de la ville de La Rochelle. Pardon? Non, je te disais ça, c'est les services com d'une aglo, d'une ville. Pardon. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc ça c'est pour les... Vous étonnez pas si c'est très Rochelot centré, même si GTS c'est Paris, Pôle emploi c'est Paris, c'était que ces acteurs-là, la cité scolaire de Surgères et l'université de La Rochelle, ont servi de terrain d'expérimentation pour la mise en place du label, voir la pertinence des questionnaires, la pertinence des questions, etc. Donc en fait, eux, c'est des historiques du label avant même que l'agence Lucie ne récupère sa gestion. Ok. Il y a une question également sur le MOOC, sur le délai, savoir quand il sera disponible. Alors, il y aura ces paris de sensibilisation d'une demi-heure disponible pour tout le monde en français et en anglais parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont des collaborateurs internationaux et qui sont particulièrement intéressés par ce sujet-là. Donc, on aura une capsule vidéo d'une demi-heure d'awareness en fin juin, normalement, si tout va bien. Et le MOOC qui correspondra à entre 5 et 7 heures de travail sortira S2 2020. Enfin, je croise les doigts. Et du coup, encore une fois, je fais le parallèle sur... J'ai vu qu'il y avait... Pardon, vas-y. Non, je disais que ce sera sur la plateforme Fun. L'ADEME soutient le projet et ce sera sur la plateforme e-learning de l'ADEME. Donc voilà, on bénéficie du soutien de l'ADEME pour ce projet. Merci. Et je disais donc pour la formation Lucie, il y a eu pas mal, la formation numérique responsable délivrée par Lucie, il y a eu des questions aussi là-dessus, donc je rebondis. La prochaine date n'est pas encore fixée, devrait être fixée rapidement. Donc on communiquera aux différentes personnes intéressées la prochaine date qui apparaîtra aussi sur notre agenda en ligne. Et le MOOC, le MOOC de l'INR ne remplacera pas la formation label numérique responsable. La formation numérique responsable, c'est une formation de 3 jours. Donc, il rentre dans le référentiel du label numérique responsable pour pouvoir mener la démarche. Alors que le MOOC de l'INR, ça va être plus sur le numérique responsable au sens large. Donc, ça ne remplace pas la formation. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste.
Il nous reste 2 minutes. On peut peut-être 2 prendre une minutes. dernière ou une ou deux dernières questions. Ok. Alors, il y a une question sur l'accessibilité. Donc, quelle place pour l'accessibilité numérique dans le label, dans le référentiel? Majeur. Oui. Majeure. Elle est majeure. Voilà. Globalement, si vous ne mettez pas en place une démarche, d'accessibilité, de communication, parce qu'on parlait de parties prenantes, mais les parties prenantes, ce n'est pas simplement les collaborateurs au sens large, c'est aussi les personnes en situation de handicap. Donc, elle est fondamentale. Ok, très bien. Alors, bon, il faut sélectionner les questions, là, donc je vais essayer d'en sélectionner une dernière. Oui, on s'entend très très bien avec la démarche du scénario Négawatt. Et voilà. non, je les liste. Donc Négawatt, on est en relation très très forte avec eux. On leur a filé toutes nos données sur l'inventaire du parc numérique au niveau national et ils l'ont utilisé dans leur scénario. Donc on est en relation très, très étroite avec Négawatt. Ok. Alors, une autre question. Que pensez-vous des évaluateurs en ligne en numérique responsable tels que EcoIndex? Comment faire concilier marketing digital et numérique responsable? Alors c'est une excellente question. Pour les évaluateurs en ligne, j'en ai parlé, même s'ils ne sont pas exacts au milligramme près, et à la limite, peu importe, ils donnent des tendances. Donc c'est surtout le fait de pouvoir se positionner à un instant T avec un outil qui est partagé qui est accessible par beaucoup de monde. Donc voilà, même si le résultat n'est pas scientifiquement prouvé, il donne une tendance, il vous permet de vous positionner. Et pour l'avoir déjà vécu, quand vous avez un site internet A qui est catastrophiquement classé dans ces éco-index et le site du concurrent direct qui est hyper vertueux, ça incite à l'action au niveau des politiques com. Donc ça, des collaborateurs à l'intérieur, c'est une chose. Ensuite, le marketing digital responsable, on a un des acteurs forts de l'INR qui s'appelle Rémi Maron, qui est en train moi, je suis pas marketeur, donc j'aurais peur de dire que des bêtises, donc je ne vais pas aller très très loin. La seule chose que je vous dis, c'est qu'il est en train de... Il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Livre du marketing digital chez Duno, et il est en train de faire une nouvelle version, et entre-temps, il a été biberonné au numérique responsable avec l'INR, et il est en train de réécrire son livre avec un axe beaucoup plus fort sur le numérique, le marketing digital responsable. Il va sortir bientôt puisqu'il est en phase de relecture. Donc moi personnellement, je ne pourrais pas vous donner d'infos, mais si vraiment vous voulez en savoir plus sur le marketing digital responsable, je vous conseille de rentrer en relation sur LinkedIn par exemple avec Rémi Maron. Et vous lui dites que c'est de ma part et il ne pourra pas dire. Voilà. Et puis on peut peut-être terminer par une dernière question qui est une question piège en fait. Hein. C'est une question à 2 euros. Mais en fait, même sans forcément répondre à la question là, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut peut-être trouver une solution pour répondre à cette question-là. Quelle pratique a le meilleur bilan carbone? Un déplacement en véhicule thermique de 60 km ou une visioconférence de 1 à 2 heures? Alors, je dois pouvoir vous répondre. Elle n'est pas piège, hein, je dois pouvoir répondre à la question si vous me laissez le temps de masquer. Laissez-moi En fait, masquer Vincent a ça. un convertisseur automatique avec toutes les unités possibles, donc pas de souci. Voilà. Alors, quittez pas 30 secondes. Je vais ouvrir mon petit document qui va bien. Alors, c'est bon, je l'ai le document qui est bien. Consommation visioconf. Alors, pour une personne, pendant 1 heure,
Alors, une personne en visio pendant 1 heure, c'est à peu près 100 mètres en voiture. Pardon? Non, vous m'entendez ou pas? Oui. Vas-y, je veux bien que tu répètes. Alors, il y a 2 choses. Une visio caméra allumée. 1 heure de visio caméra allumée pour une personne, c'est à peu près entre 30 et 40 grammes équivalent CO2. Ça équivaut à 300 mètres en voiture. Donc, 1 heure de visio caméra allumée pour une personne, c'est 300 mètres en voiture. Après, le calcul est vite fait. Si vous faites, si vous faites 60 km pour faire une visio, si vous évitez de déplacement de 60 km pour faire une visio, évidemment, vous allez être bénéficiaire. La notion de est-ce qu'il vaut mieux se déplacer ou est-ce qu'il vaut mieux faire une visio, bon, il n'y a pas beaucoup de doute et de suspense sur le fait qu'il vaut mieux faire une visio que de se déplacer en voiture. C'est les derniers chiffres que j'ai eus par GreenSpector. Donc, caméra éteinte, on est sur 12 grammes équivalent CO2, soit l'équivalent pour 1 heure, hein, toujours pareil, 12 grammes équivalent CO2. Donc, ça aussi, c'est des chiffres. Voilà, ça vous donne une idée. Caméra coupée, caméra éteinte, on est sur un facteur à peu près 3 à 4. Donc, c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux éteindre sa caméra. Pour le social, c'est moins bien, mais il vaut mieux éteindre sa caméra. Et on est sur 1 heure de visio caméra coupée, 100 mètres. 1 heure de visio caméra allumée, 300 mètres de voiture. D'accord. Et la Les source chiffres que tu citais, c'était GreenSpector, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, c'est le tableau que GreenSpector m'a envoyé. Ok. Bon, Merci. Pauline, tu es la maître du temps, je te laisse. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. Et puis après, si vous avez d'autres questions, comme je vous disais, hop, je vous les affiche là. Et dans tous les cas, je vous enverrai la présentation et le replay dans le compte-rendu de ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup pour votre participation. Merci Vincent d'avoir été présent ce matin et de nous avoir apporté un peu d'expertise sur ce sujet. Et puis, merci aux un peu plus de 200 participants qui étaient présents ce matin. Ça fait chaud au cœur et ça montre que c'est un sujet qui devient de plus en plus connu et qui intéresse de plus en plus de monde. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions.